On parle du coup de macroéconomie, mais moi je suis en random, je m'intéresse à la crypto. Je vois que tout le monde me parle de Jérôme Powell, je comprends pas trop pourquoi. Je vois qu'on me rabâche à chaque fois les histoires de taux, je comprends pas pourquoi. Pourquoi s'intéresser à la macro déjà en tant que enthousiaste et passionné de crypto? Parce que déjà, si t'es purement simplement passionné de blockchain et de technologie et de l'innovation de ce qu'apporte la crypto, en vrai, t'as très peu d'intérêt à t'intéresser à la macro, si toi, ton délire, c'est l'innovation. Par contre, si tu vois vraiment la crypto avant tout comme de l'investissement, comme du trading, comme vraiment quelque chose plus spéculatif, on va dire, même si c'est pas uniquement le but, bah, la macroéconomie, elle a vraiment une importance prépondérante parce que les taux directeurs, c'est des éléments qui font à chaque fois bouger le marché. L'afflux de liquidité qu'il y a eu en 2020, je pense qu'elle est au moins partiellement responsable du bull run historique qu'on a eu en 2021-2022. La restriction monétaire, la période de restriction monétaire qui a suivi 2020-2021, donc l'année 2022, elle s'est marquée par un gros bear market sur les cryptos. Donc on voit bien en fait que la macroéconomie, elle a vraiment une influence énorme sur les crypto-monnaies. Donc si vous êtes là par but pour la technologie et pour l'innovation, franchement, ça sert à rien. Enfin, vous pouvez suivre de loin, mais ça vous apportera pas grand-chose. Par contre, si vous êtes vraiment là dans l'optique de construire un capital, construire un portefeuille, je pense que c'est quasiment impossible de passer à côté de la macroéconomie. Pas forcément tout savoir, mais simplement savoir les taux directeurs, les relations banques, marché traditionnel, etc. C'est quelque chose qui est assez important à mon sens. Je suis d'accord sur ce que tu disais par rapport au fait de spéculer, l'importance d'avoir conscience de ça, vu que ça a au moins un impact, enfin au minimum un impact mineur, comme tu l'expliquais. Mais je suis pas d'accord par rapport au fait que si on s'intéresse à la technologie et qu'on est purement dans le fondat, on n'a pas forcément envie de s'y intéresser, parce que au final, si tu regardes la DeFi, aujourd'hui tous les produits qui se build, on reproduit plus ou moins ce qu'on a fait dans la TradFi de manière décentralisée, et plus ou moins de manière décentralisée dans la DeFi. Mhm. Et donc, en fait, ça nous permet un petit peu de prédire les produits, les services, les protocoles qui pourraient être aussi mis en place dans les prochaines années dans la DeFi. Moi, en tout cas, c'est mon opinion. Donc, Ouais, non, mais en vrai, c'est un point de vue intéressant. Après, le truc, c'est que pour le moment, la DeFi, en vrai, il n'y a plus grand-chose à faire dessus. Et surtout, la question se pose de est-ce que c'est vraiment pertinent d'aller s'emmerder à aller dans des protocoles de DeFi qui sont absolument pas aussi solides audité, que des obligations américaines qui actuellement rémunèrent à 5%. C'est plus ça, la question se pose de pourquoi j'irais sur un protocole DeFi qui me rémunère 2, 3, 4%, alors que je peux avoir comme contrepartie l'État américain, et que la probabilité de défaut est quand même extrêmement faible. C'est plus ça ma question, c'est plus là mais que je me dis... ouais, vas-y. j'ai l'impression que t'as la narrative Real World Asset qui nous permet aussi de pas choisir. C'est-à-dire que là, par exemple, je faisais un petit peu mes recherches sur les dernières levées de fonds, tu vois, en crypto. Et je Mhm. passais un peu au peigne fin toutes les boîtes qui sortaient, etc. Et je suis tombé sur une boîte. Et qu'est-ce que je vois? Je vois un ex-employé de Circle qui travaillait donc dans l'alliance entre Circle et Coinbase, qui lance une entreprise Mhm. qui permet de spéculer et d'investir dans des bons du trésor américain et des assets de la finance traditionnelle on-chain. Et eux, en gros, Mhm. ils s'occupent du lien entre les deux et de faire en sorte que tout soit backé d'une certaine manière. Donc moi, j'ai un peu la sensation, aujourd'hui, il y a un vrai manque pour le fait de pouvoir investir et spéculer sur la finance tradi depuis la DeFi d'une certaine manière, et que ce manque-là est en train enfin, va se combler au fur et à Ouais, mesure. ouais. Parce qu'au final, je pense que les gens en ont marre d'avoir des stablecoins qui ne rapportent rien et qui sont au final utilisés, en tout cas Ouais. l'argent qui back ces USDT, sont utilisés par Tether et Bitfinex pour derrière générer du rendement et faire de l'argent sur notre argent en réalité. Ouais. Donc, ouais. J'espère aussi, comme toi, qu'il y aura un pont en fait qui va se faire entre la finance traditionnelle et le on-chain, la finance décentralisée, les cryptos, ça serait vraiment exceptionnel. Mais après, je me pose la question de est-ce que les gens qui gèrent les marchés traditionnels actuellement ont vraiment envie de faire ce pont? C'est plus ça ma question, et c'est pour ça que je suis mitigé sur la question, on va dire. J'ai vraiment pas une opinion ferme parce que je suis pas sûr que on en arrivera là. J'espère qu'on en arrivera là. Moi, l'impression que j'ai, c'est que ce pont-là, on le fait pour nous actuellement, et il sera
pour eux plus tard, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est nous qui avons envie de spéculer sur tout ça on-chain, et que tôt ou tard, ça leur servira à eux. On voyait, je crois que c'était Larry Fink qui en parlait, hein, qui disait que le monde de demain, que la finance tradie de demain sera on-chain, etc. Donc, bon, est-ce que c'est une belle phrase pour avoir l'attention du public par rapport au ETF Bitcoin qu'il est en train de soumettre? Je sais pas. Mais, en tout est-ce cas, qu'on a vraiment envie de se manger toute la régulation absolument terrifiante de marché traditionnel sur le marché crypto? Ouais, franchement, on est quand même à des années-lumière. Il y a des trucs, genre le Harry Potter, Obama, Shiba Inu, je sais plus quoi, ça c'est pas régulé, c'est le Far West. Mais ça, ils pourront jamais le réguler. Tu pourras jamais empêcher quelqu'un de créer un jeton ERC20 on-chain, ouais, ça dépend. Si tu te retrouves qu'avec des sexes, tu peux complètement limiter tous les tokens, hein. Il y aura toujours des hooligans pour il y aura toujours des trucs très faire... ghetto, mais ça sera de plus en plus difficile, en tout cas. Là, actuellement, ces 2 dernières années, on a quand même eu des trucs de dingue, absolument insensés. Bah, le Harry Potter, Shiba Inu, c'est des trucs complètement insane. Enfin, c'est plus ça. Est-ce que la communauté crypto a envie d'accueillir des gens qui vont essayer d'empêcher toutes ces choses-là? Même si c'est le Far West, même si c'est pas bien, même si c'est que de la spéculation, je sais que la communauté crypto aime quand même un petit peu ce genre de truc, quoi. Là, ça va être en mode, là, c'est ta zone, ça, c'est ma zone. Ouais, c'est ça. Ils vont pas être très d'accord, je pense. Bon, on verra. En tout cas, l'objectif de cette vidéo, c'était surtout de faire un gros point sur la macro et la finance tradie pour que les personnes qui nous écoutent et qui sont à fond dans les cryptos puissent un petit peu comprendre tout ça. On parlait un petit peu de avant comment tu t'y étais mis et quel intérêt ça a de s'y mettre d'une certaine manière, mais tu m'as pas forcément dit comment s'y mettre. Aujourd'hui, pour quelqu'un qui veut s'intéresser à la finance traditionnelle, qui veut se mettre dans la macro en plus des cryptos, quelles sont les ressources, ou en tout cas le path, le chemin à suivre selon toi, en dehors de cette vidéo qui évidemment sera là pour compléter le plus possible cette envie. Pour moi, il y a donc en France déjà, parce que le monde anglais est vraiment énorme, vous trouvez vraiment beaucoup de choses dessus, mais en France, on a un site qui ressort et qui est complètement gratuit, c'est la Finance pour tous. Vous allez vraiment avoir des explications, tous les détails, tous les termes techniques, tout ça, vous pouvez vraiment tout trouver sur ce site. C'est vraiment un excellent site, je m'en sers moi-même très très souvent. Et après, la deuxième chose, mais là pour le coup c'est payant, ça va être un abonnement à la presse financière. Peu importe, français, anglais. Moi je trouve que avoir un abonnement à la presse financière et être assidu dans sa lecture, peu importe ce que c'est, essayer plusieurs journaux, il y a des offres d'essai pour quasiment tous de toute façon, essayez les journaux et en fait lisez, apprenez les termes techniques et essayez de comprendre à chaque fois. Et très très vite, honnêtement, si vous faites l'effort d'aller chercher le lexique et comprendre comment ça fonctionne, vous allez en fait juste mieux comprendre comment la macroéconomie fonctionne. Donc pour moi, si j'avais un conseil, ce serait prendre un abonnement en presse financière, peu importe laquelle c'est, mais essayer d'avoir un truc de qualité et le lire régulièrement et s'exposer en fait à ça tous les jours, s'exposer à ce qui se passe dans le monde. Vous voyez un petit article sur l'intelligence artificielle, vous lisez des articles sur les banquiers centraux, les derniers mouvements. Ah, il y a la Bank of Japan qui modifie les règles de son yield curve control. Ah, c'est quoi le yield curve control? Et tout ça, et à force d'itération comme ça, vous allez de mieux en mieux comprendre comment fonctionne le paysage économique. Mais pour moi, ça sert à rien, tout ce qui est formation qui reste figé. Étant donné que la macro, ça se résume à capter les changements du monde, ça sert à rien de prendre une formation macro-formation, parce que cette formation, elle est fixe. Alors que la macro, ce qui est intéressant, c'est que ça évolue tout le temps. Voilà, pour moi, ça sera surtout ça. Je pense que, par exemple, lire Bloomberg, je pense que ça peut être pas mal. Bloomberg, Financial Times, Zero Hedge, enfin vraiment celui qui vous plaît, celui que vous trouvez le plus pertinent, celui qui s'adresse le mieux à votre niveau, parce que Bloomberg, on peut avoir quand même des termes assez hardcore, alors que Financial Times, par exemple, je trouve qu'il vulgarise très bien. Ouais, c'est ça. Alors que Financial Times, moi, je trouve qu'il vulgarise vraiment très très bien. Bon, ça reste en anglais, donc si vous avez du mal avec l'anglais, c'est un peu plus chiant, même si on a des traducteurs. Et sinon, en France, on a Les Échos, les Échos qui est, dans l'absolu, un très très bon journal qui explique bien aussi.